Bienvenue à tous sur cette première table ronde qui s'appelle Reconstruire les récits et représentations des femmes exilées. Nous avons décidé d'aborder ce thème car dans le processus de la demande d'asile, le récit migratoire est omniprésent. On demande aux femmes de prouver les persécutions qu'elles ont subies, de raconter encore et encore Des histoires qui sont souvent douloureuses, de revivre des traumatismes pour être crues, pour être reconnues, pour être légitimées. Et pourtant, une fois ces récits déposés, leurs voix disparaissent presque entièrement de l'espace public, alors qu'elles représentent 52% des personnes migrantes en France. Donc, je suis Célia Guettier, je suis journaliste et coprésidente de l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Cette association regroupe des journalistes qui luttent contre le racisme dans les rédactions, en tant que lieu de travail, mais aussi dans les productions journalistiques. Nous réalisons régulièrement des analyses médiatiques, des formations sur des sujets comme l'exotisation, l'essentialisation des personnes racisées, le traitement médiatique de la migration. Et sur le traitement des parcours d'exil des femmes, le constat médiatique, il est assez simple, il est peu couvert. Sur l'année écoulée, et alors même que les termes migrants, immigration sont sur toutes les unes et partout dans le débat public, à peine une dizaine d'articles se penchent sur les trajectoires des femmes exilées et leur vie quotidienne dans les territoires d'accueil. Je tiens à souligner quand même ici le travail de la presse quotidienne régionale parce que la quasi-intégralité de ces articles en est issue. Mais couvrir le sujet ne veut pas dire bien le couvrir. Dans presque tous les articles, ces femmes sont représentées comme des victimes, des mères courage, sexualisées, exotisées ou encore réduites à des statistiques. Les médias, les discours politiques et certaines formes de représentation culturelle continuent de parler à la place de ces femmes. Ces images ne sont pas neutres, elles façonnent les perceptions sociales, influencent les politiques publiques et ont un impact matériel sur leur vie, sur leur accès à la santé, à l'hébergement, à la reconnaissance de leur humanité. Donc face à ça, la culture et l'art deviennent des espaces de résistance où l'on peut reprendre la parole, réécrire son histoire, réinventer son image, autant de langages qui permettent de rendre visibles ces récits invisibilisés, de porter un regard décolonial et émancipateur sur l'exil des femmes. Donc, autour de cette discussion, nous accueillons 3 femmes engagées qui déplacent les frontières du récit. Donc déjà, Nadège Norvilus, vous êtes coéditrice de la revue Figures migrantes. Bonjour. Une revue de recherche et de création littéraire qui questionne les représentations des migrations contemporaines. Vous organisez également des ateliers d'écriture de fiction autour de récits sur les migrations, écrits ou coécrits par les premiers concernés. Votre objectif est clair, mettre une meilleure représentation de ces trajectoires de vie multiples et humaines, tout en offrant aux personnes exilées la possibilité de se réapproprier leur récit. C'est bien résumé ? C'est ça. On a aussi avec nous, tout au fond là-bas, Pamela Tulizo. Vous êtes originaire de Goma, en République démocratique du Congo. Vous êtes photographe documentariste et spécialisée dans la mise en scène. Votre travail explore l'identité féminine, le rôle et la place de la femme dans les cultures actuelles et ancestrales. Vous cherchez à raconter la femme dans la photographie, à travers sa force, sa beauté, son implication dans le monde. Vous exposez pour la première fois d'ailleurs aujourd'hui votre série Badaye, réalisée en partenariat avec la Cité des Arts dans le cadre du festival. Donc il me semble que c'est juste à gauche là-bas, si vous voulez aller le voir après la table ronde. Bonjour du coup. Et enfin, bonjour. Miena Al-Sharif, docteur en anthropologie, autrice et éditrice pour Shed Publishing, également coordinatrice du Fonds Transfem, un collectif d'aide mutuelle entre personnes transféminines en situation de précarité, c'est-à-dire exilées, handicapées, travailleuses du sexe. Votre travail de recherche porte sur les questions mémorielles postcoloniales et sur les processus de fétichisation. Vous avez récemment co-traduit et préfacé une brève histoire de la misogynie. La transmisogynie. Transmisogynie, je suis navrée. On sera aussi accompagné pendant toute cette table ronde par Colline Grandpierre, qui est dessinatrice et qui va en live résumer les discussions et, par le dessin et quelques citations qu'on regardera à la fin comme petit résumé. Voilà. Donc on va commencer cette table ronde par parler des héritages coloniaux, des stéréotypes qui sont dans les représentations des femmes exilées. Donc, Miena Al-Sharif, en tant qu'anthropologue, vous avez travaillé sur l'héritage colonial et les représentations liées à la migration. Comment ces héritages continuent d'influer la manière dont les femmes, et particulièrement les femmes exilées d'ailleurs, sont perçues et représentées aujourd'hui ? Merci, bonjour. Alors oui, effectivement, cette question de la représentation, elle est assez importante dans la question de l'héritage colonial, elle est assez importante dans la question de la représentation, puisque évidemment, lorsqu'on parle de nos espaces européens, de nos espaces occidentaux,
aussi des mouvements de population qu'il peut y avoir entre ces espaces et des espaces qui sont anciennement colonisés. La question de l'héritage colonial, elle est particulièrement importante et particulièrement influente. Voilà. Euh, il y a enfin, comment dire, il y a des questions qui sont assez, des points d'histoire, pardon, qui sont assez importants en fait dans l'influence sur ces représentations coloniales, dans la représentation des femmes trans. Et je cite par exemple souvent en exemple la population Hijra dans le sous-continent indien, qui est donc une population transféminine, qui ne correspond pas au prisme occidental du genre, qui évolue en fait selon des critères du genre qui sont complètement différents. Et quand on regarde l'histoire coloniale du sous-continent indien, on s'aperçoit que le fait colonial a complètement façonné les représentations autour de ces personnes, qui sont donc des personnes transféminines, mais qui s'identifient pas forcément comme des femmes. Et elles ont subi sur elles le stigmate du travail du sexe, de pratiques sexuelles qui étaient interdites à l'époque, alors même qu'elles-mêmes, leur rôle, par exemple, était lié elles avaient un rôle spirituel qui était lié en fait à la poésie, aux célébrations religieuses, spirituelles, au mariage, etc. Et donc elles nomadisaient de ville en ville pour lire des poèmes et dire des bénédictions. L'autorité coloniale a projeté sur elles donc tout un tas de représentations qui n'étaient pas forcément liées à leur existence, et a cantonné leur vie, qui était une vie d'ascète, à des territoires extrêmement réduits. Et donc elles ont complètement anéanti en fait leur mode de vie et anéanti leur manière qu'elles avaient de vivre leur spiritualité. Et, et cette influence-là, elle s'est traduite, par exemple, dans l'exercice effectif du travail du sexe qu'elles n'avaient pas jusque-là, et elles ont été cantonnées en fait à des rôles sociaux qui ont été complètement anéantis en fait par le fait colonial. Et ces personnes continuent d'exister aujourd'hui donc sous d'autres modalités, et elles appartiennent au parapluie trans. Et si, par exemple, des personnes Hijra devaient s'exiler en Europe ou en France ou en Occident en général, elles vont essayer en fait de correspondre à une vision du genre, à une vision de la transitude, à une vision du fait de vivre le fait d'être trans, qui est complètement différente de ce que leur culture et leur système culturel leur permet de vivre en fait. Et donc c'est ça en fait, par exemple, ça c'est une parfaite illustration de cet impact de l'héritage colonial sur des existences, sur des manières de vivre sa transitude, qui ne sont pas forcément occidentalo-centrées. Et, et voilà, et donc sans aller aussi loin, par exemple, si on le voit au flirt avec des personnes qui viennent, par exemple, d'Afrique du Nord, où la manière de vivre le genre est aussi parfois différente. Elle a aussi été façonnée par un ensemble culturel qui est complètement différent. Elle a aussi été influencée par la colonisation. Par exemple, toute la dissidence de genre, de sexualité ont été interdites sous les régimes coloniaux français, enfin le régime colonial français. Et aujourd'hui, en fait, ces personnes, lorsque donc elles émigrent en France, elles doivent aussi, dans des démarches administratives liées par exemple à la demande d'asile, correspondre à des normes de genre qui ne sont pas forcément celles de leur culture d'origine, et qui ne sont pas forcément celles où elles se sont elles-mêmes façonnées et représentées. Du coup, ces représentations, elles ont un impact sur la prise en charge. Vous avez donné l'exemple sur les personnes trans. Est-ce que vous pensez que ces représentations ont un impact de manière plus globale sur toutes les personnes exilées, sur toutes les femmes exilées? Alors, je vais peut-être pas essayer de faire une généralité sur les femmes exilées, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on travaille avec des personnes trans, et des femmes trans et des personnes transféminines. Et après, j'imagine que pour d'autres catégories de genre, ce sont des faits qui sont assez similaires. Mais c'est vrai qu'on évoque souvent la procédure de la demande d'asile, où la personne qui demande l'asile doit justifier
doit raconter son récit tout en l'inscrivant en fait dans un prisme qui lui est préexistant, dans des représentations qui lui sont préexistantes, et donc de s'insérer dans un narratif qui est pleinement européen, par exemple sur le fait d'être trans ou le fait d'être une femme trans, et comme par exemple, je sais pas, se sentir mal dans son corps, penser ne pas avoir le bon corps depuis qu'on est petite, etc. Ça, ce sont des narratifs qui sont très ancrés dans la société, dans les sociétés occidentales, et qui sont pas forcément vécus de la même manière sur d'autres territoires et dans d'autres contextes socioculturels. Et je pense que c'est ça qui façonne en fait des narratifs sous un prisme purement occidental et occidentalocentré, quoi. On est arrivé dans des pays qu'on a colonisés et ensuite on a créé des cases pour essayer de mettre toutes ces personnes. Et maintenant, on veut que les personnes cochent les cases qu'on a créées. C'est pour résumer. Exactement, c'est un très bon résumé. Comme par exemple, je l'ai évoqué pour les Hijra, il y a une oui, effectivement, il y a quand même cette emprise historique sur des catégories de population à travers la colonisation. Puis, en fait, le mouvement, le mouvement de l'exil va essayer de correspondre à un autre prisme façonné par l'Occident, quoi. Donc, c'est assez... Nadège, votre projet Figure migrante met en avant la diversité des parcours migratoires et le dialogue interculturel. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet rapidement et nous dire ce qui vous a poussé à créer un espace éditorial autour de ces récits justement qui ne rentrent pas dans les cases qu'on a l'habitude de voir? Un peu de mots, Figure migrante est né dans un contexte universitaire. À l'époque, on était étudiants à Cergy. On faisait un master de lettres et tout naturellement, on avait des discussions et nos discussions, nos échanges étaient nourris par la diversité d'opinions, la diversité de regards, et c'était pour nous quelque chose de naturel. Et en plus, dans les littératures francophones, la migration est un thème qui est très très présent. Et on ne va même pas parler de l'actualité médiatique. Donc, c'est une question qui est omniprésente. Ce projet nous a permis, dans un premier temps, de mettre nos lectures, nos intérêts pour les mots au service d'un engagement qui vise à déplacer les regards sur la migration, sur les figures migrantes, sur les personnes migrantes, à proposer une vision beaucoup plus positive, constructive, essayer de proposer des récits qui sont construits avec des personnes qui sont directement concernées par la migration, notamment à travers des ateliers d'écriture. Je précise que nos ateliers n'étaient pas exclusivement réservés aux personnes migrantes. C'était justement ça. Je pense que le petit plus, c'est qu'on a voulu vraiment créer les conditions nécessaires pour favoriser des échanges, des dialogues interculturels. Il y a des personnes, par exemple, on a organisé un atelier à la médiathèque James Baldwin. Des personnes qui habitent dans la communauté sont venues pour partager avec nous leur regard sur la migration, parce que la migration, c'est une question qui est très présente, qui est transversale, qui concerne c'est pas nos histoires familiales, nos histoires de société, nos voisins, nos amis. Il suffit juste de s'intéresser un peu à notre environnement et regarder un peu l'histoire de différentes personnalités publiques pour voir si aujourd'hui on a beaucoup de mal à en parler. C'est un thème qui soulève, qui suscite beaucoup de passion, de polémiques et beaucoup de controverses. C'est vraiment difficile à en parler. C'est assez paradoxal parce que c'est aussi une réalité historique qui est ancrée dans les sociétés. Donc, c'était pour nous un moyen d'explorer cette question-là qui nous offre beaucoup de perspectives, surtout dans le champ littéraire. Donc, voilà. Et puis, à travers nos ateliers, on a pu rencontrer beaucoup de personnes et des gens nous ont permis de regarder la migration autrement, avec leur propre perspective, et voir des gens s'approprier de leur histoire, partager leur regard sur cette question-là. C'était pour nous vraiment une satisfaction particulière.
On va parler de ces ateliers un petit peu plus tard et des textes qui en sont issus. Mais je voulais vous poser un petit peu la question. Vous avez dit qu'il y avait une omniprésence de la migration dans les récits, dans les médias. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont un petit peu les récits homogénéisants de la littérature actuelle ? Oh. La littérature, comme tous les autres champs d'études ou domaines scientifiques, s'inscrit dans un contexte social, sociétal et historique. Et si aujourd'hui on parle d'une certaine manière et beaucoup de la migration, et on commence aussi à parler de la présence des femmes migrantes d'une certaine manière. C'est un peu timide, mais on en parle un tout petit peu. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est la manière d'en parler, c'est ça qui pose question, cette manière qui évolue en fonction des enjeux politiques, les enjeux du moment, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant et comment on va se servir de cette question-là pour proposer une vision de société, des intérêts. Et c'est ça que pour nous la question. Les discours homogénéisants, c'est surtout si on parle des femmes, c'est c'est pas par exemple comme j'ai pu lire récemment un travail de la sociologue Mariana Mook-Vasic, qui un dossier qui parle de la visibilité des femmes migrantes dans l'espace public. Elle essaie de montrer que cette question, la question de représentation, reflète d'une certaine manière une vision politique, si vous voulez. Donc les personnes sont là, elles existent, mais on veut les regarder selon ses propres grilles de lecture. On refuse de regarder certains aspects de leur vie parce que ça dérange, ça correspond pas à l'image qu'on fait de ces personnes-là. On projette sur ces personnes-là des récits qui sont déjà préfabriqués. Et c'est pas dans son travail, elle a bien expliqué. Depuis 1861, les femmes, par exemple, la population, les femmes migrantes n'ont presque jamais été au-dessous de 40% de la population globale des personnes migrantes. Donc les femmes migrantes ont toujours été présentes. C'est pas un phénomène nouveau. Mais comment on en parle? Pourquoi on en parle? Quand est-ce qu'on en parle? Ça, c'est autre chose. Et puis, par exemple, dans les années 70, quand elle explique dans son travail, on voit, par exemple, les femmes migrantes étaient représentées surtout à travers la migration de travail qui était la norme à l'époque. Et il y avait aussi la réunification familiale. À l'époque, on voyait surtout la femme comme l'épouse, la femme au foyer qui va soutenir son mari, qui prend soin de ses enfants, qui est recluse, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être assistée ou qui attend d'être assistée par quelqu'un d'autre, d'être sauvée par quelqu'un d'autre, à être sauvée par quelqu'un d'autre. Et cette image-là, elle est encore très présente. Et aussi, à l'époque, quand on a commencé à parler des femmes migrantes, même timidement, on a commencé à en parler, si les chercheurs, ils avaient du mal à aller les chercher avant ils avaient du mal à se détacher de cette image-là. Et avant, quand on n'en parlait pas, c'est parce que aussi, l'une des raisons qu'elle a avancé, parce que les chercheurs, ils avaient du mal à aller les chercher, les trouver là où elles étaient surreprésentées, c'est-à-dire les travaux domestiques, dans les ménages, elles s'occupaient de la garde des enfants, etc. Donc elles étaient là. Donc c'est comment on va les chercher et c'est le fait même d'associer ces femmes à certaines tâches bien précises, parce que peut-être elles dérangent moins dans ce cadre-là. Et on a encore du mal à s'en débarrasser, à évoluer là-dessus. Et donc, de fait, elles sont moins visibles. Et aujourd'hui, on a toujours un peu cette image de, c'est pas, soit une super maman ou une femme en détresse
qui a besoin d'être aidée, qui est violée, ça fait partie des réalités, mais il y a autre chose. Parfois, c'est plus complexe. La personne, elle est victime, mais aussi elle est actrice de sa vie, elle essaie de prendre sa vie en main, elle est porteuse de grands rêves, beaucoup d'aspirations. Voilà, elle est très créative, engagée. Donc voilà, je pense que nous, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment essayer de voir ce qui se passe en marge, en fait, de ces récits qui sont préconçus, qui sont bien établis, et à travers de la littérature notamment. Et vous parlez de l'invisibilisation, parce qu'il y a un constat, c'est celui-là, que les parcours de femmes exilées sont invisibilisés. C'est un état de fait général, mais c'est aussi un ressenti pour les personnes, pour les femmes migrantes, les femmes exilées. Vous avez publié un texte dans Figure migrante écrit par Zineb Chmli, qui parle justement de cette solitude et de cette invisibilisation. Oui. En fait, ce texte, il est super intéressant parce que elle parle de... C'est un texte issu de deux de nos ateliers d'écriture qui sont animés par Anne Greenfield qui est là et notre ami Simon L'Héritier qui n'est pas présent aujourd'hui. Et dans ce texte, elle parle de la solitude. C'est intéressant de voir ce regard féminin qui explique la solitude. Elle ne se plaint pas de la solitude, elle en parle. Elle dit comment elle se sent regardée, comment elle estime être perçue dans le regard des autres. C'est ça. Elle dit, elle vous regarde, elle observe la société, elle sent le poids des regards et comment elle se sent vraiment ignorée la plupart du temps. Invisibilisée, mais je sais pas, elles sont vraiment une forme d'indifférence à son égard, le moins qu'on puisse dire. Donc ça nous permet d'avoir une réflexion de ce genre, donc permettre de voir comment une femme, une femme migrante, qui est d'origine marocaine, musulmane, voilée, elles se sont vues dans l'espace public, c'est son regard. Mais au-delà de ce regard intime, il y a aussi, ce rapport, cette manière de regarder cette femme, cette manière d'exprimer sa solitude, c'est aussi permettre de rompre, si vous voulez, à une forme de silence qui entoure les émotions, les sentiments de ces personnes-là. Parce que le fait d'exprimer ces émotions, ces sentiments, ça permet aussi de dire, je suis un être humain, je suis comme vous. Donc, je n'ai pas à être une super femme. Je le dois d'être triste, de ne pas être contente, mais aussi, d'être contente aussi, d'avoir conscience de mon histoire, de pouvoir agir, de faire quelque chose du regard qui est porté sur moi et de ne pas forcément subir la situation. Donc, elle essaie de s'approprier de cette expérience-là à travers l'écriture. Merci beaucoup. Pamela, vous êtes photographe, comme je disais, documentariste, à travers vos séries comme Double Identité, que vous avez réalisées à Goma, et Badaye, qui est juste à côté. Vous interrogez les stéréotypes et les regards occidentaux sur les femmes africaines à Goma. Vous les avez constatés, et c'est particulièrement pour ça que vous avez décidé de réaliser Double Identité. Comment les héritages de toutes ces cases, de tous ces stéréotypes influent encore la façon dont on représente les femmes exilées? Merci pour la question. Je pense que parmi les conséquences ou à l'héritage lié à la colonisation et également l'esclavage, il y a l'esclavage psychologique qui est tellement resté, et c'est parmi le grand problème aujourd'hui lié à la représentation. Je suis de Goma et c'est parmi les régions les plus instables. Et quand j'ai réalisé la série Double Identité, en fait, j'ai remarqué que quand je parle, même quand je regarde sur Google, je tape femme congolaise, femme de Goma. En fait, j'ai vu que des images très caricaturisées, des images où on voit des femmes violées, des femmes qui pleurent, des images où
les femmes sont représentées comme victimes, comme quelqu'un qui n'a pas de rêve, quelqu'un qui n'a pas d'espoir, quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. C'est vrai, c'est une réalité, la guerre existe. Au Congo, la guerre existe à Goma. C'est une chose que je dénonce d'ailleurs. Mais à côté de ça, j'ai grandi à Goma. Je sais qu'à côté de cette femme qui vit dans la guerre, cette femme qui vit la misère, à côté, il y a une femme qui a de l'espoir. Il y a une femme très belle. Il y a une femme qui a de projets. Il y a des femmes qui ont des choses à dire, mais ces genres de femmes n'intéressent jamais la presse internationale, n'intéressent jamais l'extérieur. Et cette double identité, moi je me dis ça existe et comment je vais faire pour représenter cette femme au même pied d'égalité parce qu'au final, c'est une femme. Et bien que aujourd'hui, si on parle de victimes ou de survivantes de viol, après, la vie continue, tu as cet espoir et cette résilience de vivre ta vie et réaliser d'autres rêves après. Et en arrivant ici, je suis arrivée en juin cette année, j'ai vu également la même chose. Les femmes, surtout réfugiés, migrants, exilés, sont des femmes qui sont très mal représentées ou pas du tout représentées. Il y a cette inexistence qui existe où soit on en parle ou soit on n'en parle pas du tout. Et autour de cette série, Baadaye, qui veut dire après, je représente les femmes en tant qu'êtres humains. Ce sont des femmes qui sont très souvent mises dans de boîtes, dans de cases où on sait que c'est des femmes à problème, des femmes qui viennent quémander, des femmes qui vont être comme de fardeaux, comme de problèmes pour le pays. Mais des fois, peut-être le système oublie qu'on est réfugié, mais on reste humain, on reste la personne, on reste la femme. Et le fait de ne pas en parler, soit de faire semblant, ou soit d'ignorer la question, ou de ne pas tout simplement représenter, fait à ce que les systèmes ne réfléchissent pas à des réponses appropriées ou adaptées aux besoins de ces femmes. Et au cours de cette série, j'ai représenté ces femmes avec leur histoire à travers les photos. D'où est-ce qu'elles viennent comment ça va aujourd'hui et comment est-ce qu'elles s'imaginent demain. Et juste le fait, ok, tu es réfugié, mais des fois c'est banal, mais quand on parle de femmes exilées, quand on parle de femmes réfugiées, on voit tout simplement qu'est-ce qu'elle vient prendre. Qu'est-ce qu'elle vient prendre? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Et jamais on va imaginer que c'est une personne qui va apporter des compétences, qui va apporter un plus, qui vient tout simplement chercher, par exemple, des fois c'est vraiment banal, juste le fait d'être reconnue en tant que personne, juste le fait d'être reconnue en tant que femme, juste le droit de dire non, juste le droit de choisir, de dire je vais faire ça, je vais choisir mon métier, je vais devenir telle ou telle autre personne. Penser au droit, penser au comment et pourquoi cette personne veut tout abandonner, veut tout laisser derrière elle et venir en France pour chercher l'exil. Des fois, on pense tout simplement, OK, on veut la facilité, mais c'est jamais, jamais, jamais facile. C'est un parcours très difficile, c'est un parcours très lourd. Et même quand on commence le parcours en soi, on rentre directement dans le stéréotype autour de cette image qu'on a donnée aux femmes exilées, qu'on a donnée aux femmes réfugiées. Tout de suite, quand tu commences, tu dois répéter ton histoire plusieurs fois et c'est déjà assez difficile. Le fait de partir, c'est-à-dire que tu fuis quelque chose, tu pars à cause de quelque chose et quand tu arrives, tu dois répéter, répéter, répéter. Et directement, le fait juste de répéter, de prouver, tu dois prouver et tout, ça montre directement que tu as un problème, tu n'es pas le bienvenu. On va essayer de trouver une solution pour te caser quelque part, mais tu n'es pas le bienvenu. Et
l'image autour de la femme, surtout femme africaine, noire, voilée, tout c'est des images qui, c'est pas juste aujourd'hui, c'est en conséquence de, on va dire, d'un système qui existe depuis très longtemps, et c'est là sur tous les domaines, que ce soit la représentation dans la mode, dans le cosmétique, dans la publicité, dans le cinéma. La peau noire est liée à une image très caricaturée, rabaissante, où tu dois travailler seulement dans tel ou tel autre secteur, tu dois apporter tel ou tel autre discours. Et c'est psychologique, et au fur et à mesure, cet héritage s'est transmis au fur et à mesure. Et c'est parmi les choses les plus difficiles qui, encore aujourd'hui, influencent beaucoup la manière de représenter. Et du coup, toutes les trois, justement, vous créez des espaces où on peut chercher à comment se représenter, comment trouver la voie pour les personnes exilées de se représenter eux-mêmes. Nadège, vous créez des espaces éditoriaux culturels qui redonnent la voix aux personnes migrantes et à la communauté sur ces récits de migration. En quoi écrire, s'approprier la langue, apprivoiser les mots est un espace de soin, une reconstruction en soi, de soi et de son propre récit. Oui, en fait, parler de soi, je ne sais pas trop. Mais en fait, le fait, par exemple, de créer les conditions nécessaires pour faire émerger une littérature qui émane directement des personnes et qui a priori, ne se pensent pas forcément légitimes, ne se pensent pas comme littéraires. C'est quelque chose, c'est une manière pour nous, l'une des manières possibles de faire ce déplacement de regard qui était au cœur de notre démarche. Parce qu'on a voulu avoir vraiment une grande diversité de représentations et de visions dans le cadre de ce projet. Le but, c'était vraiment d'ouvrir le champ littéraire au plus grand nombre, d'avoir vraiment une grande diversité de discours et de regards. Et pour les percevoir, et on est allé chercher des personnes migrantes. On n'a pas juste balancé des invitations parce qu'il faut parfois aller les chercher, les encourager. Certaines personnes étaient vraiment surprises de voir l'intérêt suscité par leur plume, leur talent, parce que c'était intéressant. Le fait par exemple, de partir sur la base de la fiction. On se dit que c'est de la fiction. On est d'accord. Il n'y a pas de jugement. On n'a rien à justifier. On n'est pas à l'OFPRA, on n'est pas à la préfecture. Libérez-vous, vous avez le droit de parler, de vous exprimer, et vos émotions sont valables, et on est à l'écoute. On a besoin de ce cadre bienveillant, et je pense ce qui est nécessaire. Et c'est pas pour favoriser, c'est pas l'inclusion des personnes qui sont pas forcément habituées à c'est pas à certains cadres, à certaines pratiques, surtout la pratique de l'écriture. Et puis chacun porte une histoire. Il y a toujours une histoire derrière une expérience migratoire. En plus, c'est une histoire qui s'écrit au présent de manière continue et qui s'enrichit au contact des autres. Et c'est pas rien de migrer, de changer de territoire. C'est déjà un long voyage en soi. Donc c'est pas rien. C'est quand même une expérience enrichissante. C'est juste, il faut savoir et il faut être capable aussi d'écouter ces expériences, ces histoires qui sont pas linéaires, on a du mal à les appréhender dans un contexte administratif très strict, parce que la plupart du temps, ce ne sont pas des histoires linéaires. Donc, c'est des histoires qui sont entrecoupées, qui sont influencées par différentes choses, d'une pluralité de choses. Il faut avoir un peu de patience, c'est pas un peu d'humilité pour comprendre. Chacun a une histoire et l'histoire peut être très différente de la nôtre. Et voilà, je pense que ça, c'était vraiment pour nous important. Et puis, ça nous a permis aussi d'alimenter, d'ouvrir aussi la ligne éditoriale de la revue. C'est entendre ce que disent. Ça nous a permis vraiment d'entendre et de comprendre autrement la question, prendre en compte
les discours, les perspectives qui émergent des ateliers d'écriture. Donc c'est quand même important d'aider des gens qui, en général, ont des parcours très difficiles et d'exprimer des vécus qui sont liés à différentes réalités, influencés par différentes réalités politiques, territoriales, géographiques, à exprimer des imaginaires qui ne sont pas forcément français, dans la langue française, à s'approprier de la langue française, qui est parfois un élément et qui est c'est pas présenté comme un élément central dans la démarche visant à inclure ces personnes, mais qui est aussi un élément d'exclusion, un facteur d'exclusion, la langue française. Donc, c'est pas rien, symboliquement. Vous avez un texte d'ailleurs qui parle de écrire en français. Oui. Et vous pouvez nous en parler un petit peu? Après, Après, il y a un texte de notre camarade qui s'appelle Claudonge, qui parlait surtout de la difficulté des gens à prononcer son nom en français. On essaie de prononcer son nom, son prénom en français, et ça sonne pas du tout. C'est mal prononcé, et parfois, c'est pour elle vraiment un vrai sujet de préoccupation, parce que et ça va vers autre chose, parce que il y a des gens qui carrément lui dire c'est pas bien prononcé, il faudrait peut-être changer de prénom, etc. Donc c'est pour elle, c'est pas quoi, c'est une préoccupation énorme. Donc le rapport à la langue, ça peut être à la langue, c'est pas rien en termes de représentation, et les personnes ont du mal à s'en détacher, on se rend même pas compte parfois. Et pour ces femmes, ces micro-agressions s'inscrivent vraiment dans un continuum de violence, parce qu'elles sont déjà exposées à pas mal de choses, donc même des discriminations qui sont plus ou moins communes à toutes les personnes migrantes. Pour elles, ça devient vraiment une charge supplémentaire. Donc, elles n'avaient vraiment pas besoin de ça en plus. Donc, c'est important. En fait, les ateliers que vous menez ressemblent beaucoup au travail que Pamela Tulizzo vous avez fait pour Badaye. Vous avez donc eu des rendez-vous d'entretien avec les personnes que vous avez photographiées. Vous les avez coproduites au final, ces photos. Quand en échangeant sur la question de cette série de photos, vous avez parlé du fait que ça pouvait être un processus de guérison pour les femmes photographiées. En quoi, du coup, la photographie, autant plus celle que vous pratiquez, qui est de la mise en scène, peut être un outil de soin et de réappropriation de son récit? En fait, c'était le fait d'utiliser la mise en scène me permet de raconter l'histoire autrement. Et justement, pour la série Badaye, je ne voulais pas faire de photos que moi j'appelle des photos volées. Juste, voilà, je viens, je prends le photo, je pars. Je voulais avoir comme des ateliers avec les femmes pour justement mieux les connaître. Pas dans le sens offra, nanana, où c'est des questions très administratives et tout, mais vraiment connaître l'histoire de quelqu'un et pouvoir le raconter au mieux. Et c'était une co-création, parce que après la discussion, quand j'écoute l'histoire, c'est vraiment juste l'échange, c'est pas vraiment comme interview, mais juste échange, savoir c'est quoi ton histoire, d'où tu viens, c'était comment ta vie, pourquoi, comment, quand, ce genre de choses. Et au cours de la discussion, moi, dans ma tête, et après, je construis la scène par rapport à ton histoire. Et la question la plus importante au cours de nos discussions, c'était comment est-ce que tu aimerais que je te représente? Comment tu te vois? Comment tu te vois dans 5 ans? Comment est-ce que tu aimerais te voir à travers mon appareil photo? Et c'était hyper intéressant, parce que pour la première fois, elle crée sa photo. Pour la première fois, elle n'est pas juste représentée, elle n'est pas juste prise en photo et puis c'est fini, mais elle crée, et
Le jour, en fait, après que moi je propose la scène, je dis, OK, on peut faire ça, on peut faire ça, on va inclure ça. J'utilise beaucoup la mode, le maquillage et tout pour pouvoir construire le récit. Et après, si elle est d'accord, parce que est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? S'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas à l'aise, on réadapte par rapport à ce qu'elle, elle veut. Et c'est une façon, pour moi, c'est une façon de guérison parce que quand on entre en studio, on commence à faire les photos et tout. Tu vois, la personne, elle oublie un peu tous les fardeaux, tout ce qu'elle a sur les épaules. Elle rentre dans le profil qu'elle se approprié. Elle s'est dit, ça c'est moi, j'aimerais me voir comme ça dans 10 ans, dans 5 ans, j'aimerais me voir comme ça. Et quand tu vois cette lueur d'espoir dans ses yeux, c'est toute une guérison. Parce qu'elle s'accroche maintenant à cette image, elle s'accroche à cette idée de devenir cette personne. Et toutes ces images autour, tous les cases et tout qu'on a mis sur elle, elle est sortie de ça, elle s'est créée sa propre image que moi je représente, que je matérialise à travers la photo. Et c'est une forme de guérison parce qu'il y en a une d'ailleurs entre toutes qui m'a dit la manière ou le fait juste de te raconter mon histoire, de faire ça, de rentrer dans ce profil et tout, c'est déjà une façon pour moi de guérir parce que des fois on oublie la charge ou la charge mentale qu'on peut avoir ou qu'on peut attraper à travers ce processus de demande d'asile. C'est pas si facile. Et on était en studio, c'était amusant et tout, avec le costume, le maquillage, tu vois la personne, parce que les photos, après c'est un jeu de regards croisés où je montre l'image d'où elle vient et comment est-ce qu'elle se voit après, qui veut dire badaï. Après, au final, tu vois la personne, elle s'approprie cette image et elle est heureuse de se voir dans cette image. Et c'est ça la force que j'ai découvert dans cette façon de faire et s'approprier l'image. Au final, c'est elle qui crée l'image. Et quelles étaient les réactions que vous avez eues quand vous avez montré ces photos, imprimées peut-être, parce que ça fait le plus d'effet? C'était quoi? Quel genre de réaction il y a eu? Alors, imprimé pas encore, mais au cours dans le studio, après, quand je prends la photo, au final, quand on termine, je montre sur l'ordinateur, juste les photos comme ça. Et après, c'était juste incroyable de voir vraiment cet espoir, de voir le sourire, de voir, il faut m'envoyer les photos et tout ça. Tu vois que la personne est tellement fière d'elle, est tellement fière de la personne qu'elle peut devenir après. Et c'était important pour moi de miser sur ça parce qu'on a tendance à dire à la femme d'où elle doit aller, qu'est-ce qu'elle doit faire, qui elle doit devenir. Depuis vraiment la nuit des temps, c'est une question qui est toujours là et sortir de quand tu arrives, tu es femme exilée, tu es réfugiée, migrante, on sait que tu vas faire nécessairement, quand on te voit, on dit, OK, elle doit être femme de ménage, elle doit être nounou, elle doit... Et jamais on va te mettre dans un profil qui sort du stéréotype autour de la représentation de ces femmes. Et le fait d'aller au-delà de ça et rêver qu'elle peut devenir pédiatre, de rêver qu'elle peut ouvrir un grand salon de coiffure et devenir PDG, ce genre de choses, c'est changer le narratif autour de l'image de la femme exilée. Non, merci. Milena Alchari, vous êtes dans le collectif Flirt, un réseau de soutien aux personnes trans-exilées qui s'inscrit dans une démarche de soutien collectif, de sororité. Est-ce que déjà vous pouvez présenter ce collectif et nous expliquer pourquoi c'est important d'avoir ces espaces qui contribuent à reconstruire des récits de dignité, d'autodétermination face aux violences structurelles?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, effectivement, le collectif Flirt, c'est pas exclusivement tourné vers les femmes trans exilées, mais vers toutes les femmes trans précarisées. Et évidemment, en fait, quand on voit toute la précarité à laquelle peuvent faire face les femmes trans exilées, on peut voilà, voir que effectivement dans nos permanences, ce sont beaucoup des femmes qui ont connu des parcours migratoires, qui viennent en fait pour des questions d'accompagnement social, de santé, etc. Oui, pour présenter le Flirt, en fait, le Flirt, c'est un collectif d'autosupport entre personnes transféminines qui a été créé en fait à l'origine en 2020 suite à donc toute la vague de précarisation qui était liée au Covid et au confinement. Donc, ça a été créé par des femmes trans exilées, handi, usagères de produits psychotropes psychoactifs, pardon, et également voilà, précaires. Donc, en fait, des personnes concernées par les dynamiques d'exclusion auxquelles font face les femmes trans. Et donc, ça a d'abord été créé autour en fait, de besoins de survie, de besoins essentiels de survie, comme se nourrir, se loger, se soigner. Enfin, c'était un peu les trois grands axes autour desquels s'était construit la cagnotte, qu'on appelle aujourd'hui le fonds de soutien du Flirt. Et donc, ça a évolué sous la forme d'un collectif qui donc accompagne des femmes trans, notamment exilées, dans des questions voilà, de précarité financière. Donc, on fait beaucoup d'aide financière pour se nourrir, pour se loger, etc. Et on fait aussi beaucoup d'accompagnement pour des problématiques de santé, puisqu'en fait, effectivement, en fait, les femmes trans souvent sont loin des systèmes de santé, puisqu'en fait, elles font face en fait à des problématiques assez particulières, et encore plus lorsqu'elles sont exilées, et encore plus lorsqu'elles sont, par exemple, en demande d'asile et qu'elles n'ont pas encore accès à tous les dispositifs de soins. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement en ce sens. Euh, et, euh, et également, en fait, l'association s'est également développée vers un axe de formation des professionnels de santé et aussi de pères aidantes autour des problématiques de santé. Et on forme notamment des médecins pour en fait, accompagner des femmes trans et des personnes trans dans les parcours de santé, dispositifs de santé existants. Et il y a tout un axe aussi de recherche sur en fait, les pratiques d'automédication de toutes les femmes, en fait, enfin de toutes les femmes, qu'elles soient trans ou pas, avec une focale sur les femmes trans exilées. Donc voilà. Et du coup, comment ces espaces permettent de construire des récits? Vous disiez que dans la communauté trans-exilée, le fait de créer ses propres représentations, c'est un enjeu qui est quand même assez fort, et que pour vous, cette représentation doit venir par le bas, c'est-à-dire de la communauté elle-même, avant de rejoindre la culture au sens plus large. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Alors effectivement, en fait, l'enjeu de représentation, il est assez délicat pour les communautés transféminines en général, qu'elles soient migrantes ou non. Parce que c'est vrai que le fait d'être dans des représentations, de figurer dans des représentations, qu'elles soient médiatiques ou des représentations de culture populaire, n'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour nous, puisqu'en fait, elle amène plus de visibilité, elle amène elle nous soumet à encore plus de violence, à encore plus de discrimination, à encore plus voilà, de précarité sociale et matérielle. Donc la question de la représentation, elle est oui, elle est assez délicate et encore plus pour des personnes transmigrantes et des femmes transmigrantes qui non seulement en fait font face à une marginalisation sociale voilà, qui est assez évidente, mais qui font aussi face à des violences qu'elles émanent de la part de la société dans son ensemble ou même de la part de l'État. Parce que par exemple, en fait, les femmes trans sont beaucoup plus
exposées au travail du sexe, ou en tout cas conduites à effectuer le travail du sexe. Et toute la répression qu'il y a autour du travail du sexe, c'est une violence étatique qui agit sur ces femmes et qui agit sur leur mode de vie et qui agit sur leur exclusion sociale. Donc c'est un cercle assez vicieux, ouais. J'allais dire vertueux, mais c'est pas ça. Et donc, évidemment, sur ces questions de représentation, elles sont assez délicates, puisque la représentation, elle amène de la visibilité. Et la visibilité, c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour nous, exactement, parce que on est encore plus identifié comme des femmes trans, donc on est encore plus soumis, en fait, à ces mécanismes d'exclusion, de violence. Donc voilà. Et effectivement, en fait, au Flirt, on essaye de créer des espaces où les femmes trans et les personnes transféminines dans leur ensemble peuvent venir non seulement chercher de l'aide pour des questions matérielles, pour des questions de survie, et c'est bien souvent en fait ce qui se passe parce que on travaille dans une forme d'urgence qui est liée à ça, et en fait on essaye de pallier au mieux en fait à cette fragilité des systèmes de soutien étatique, par exemple. Mais effectivement, en fait, pendant ces espaces-là et pendant ces moments-là de recherche de soutien, il y a aussi des moments de convivialité, il y a aussi des moments de retrouvailles où il y a des cultures communes qui se créent, où en fait on essaye où, en tout cas ça se fait assez naturellement, mais des communautés se retrouvent dans des espaces où, par exemple, elles ne se seraient pas retrouvées dans leur pays d'origine, puisqu'en fait, ça se fait selon des modalités différentes. Et par exemple, c'est assez différent selon les communautés de femmes trans, mais par exemple, pour les femmes trans latinas, il y a déjà, donc qui viennent d'Amérique latine, il y a déjà en fait une forme de culture trans latina partagée, même si bien sûr elle est marginalisée et elle est réprimée par l'État. Et quand elles viennent en France, en fait, elles ont déjà une forme de de manière de se retrouver, de manière de communiquer, pardon, de manière de faire communauté ensemble. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, pour les femmes maghrébines qui, quand elles viennent en France, viennent souvent en fait de contextes où elles sont très voilà, en retrait de la société et très où elles vivent en fait leur transitude, elles vivent leur existence en tant que femmes trans dans des espaces qui sont souvent cachés, et en fait quand elles viennent en France, elles n'ont pas forcément de culture partagée, de liens communautaires à faire valoir. Et je pense qu'en fait effectivement c'est ce qui se crée souvent dans les permanences du Flirt et dans les instants T, c'est justement le fait de se retrouver dans des espaces où il est possible d'exprimer un lien communautaire et de créer en fait une culture commune, quoi. Et c'est un peu ce que j'essaie de dire par la représentation. Il faut qu'elle se construise aussi par le bas. Il faut que ces femmes prennent le pouvoir sur ce qui va être dit d'elles, ce qui n'est pas forcément en fait quelque chose qui va se faire naturellement, puisqu'en fait les représentations médiatiques autour des femmes trans en général, qu'elles soient exilées ou pas, sont particulièrement méprisantes et mortifères, parce qu'en fait elles conduisent à des violences, etc. Quand je parle de représentation médiatique, mais aussi de représentation dans la culture commune, de représentation même ne serait-ce que dans les films, dans les histoires, dans les expressions qu'on utilise aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de choses en fait sur lesquelles il faut qu'on prenne le pouvoir, et notamment cette question de la représentation est hyper importante parce que la représentation c'est aussi une forme de pouvoir sur soi et sur ce qui est dit de nous, et donc voilà, il faut qu'elle vienne par le bas et pas qu'elle soit imposée par ce qui existe déjà. Ça fait une super transition incroyable avec les questions. C'est très bien. Donc je voulais poser la question à Nadège. Je voulais qu'on parle ensemble d'un texte qui est publié du coup dans Figure migrante qui s'appelle Croûte continentale. Quand on parle de réimaginer les imaginaires, réinventer les imaginaires, on va peut-être utiliser 2 fois le même mot. Qu'est-ce qui, dans ce texte, vous a fait dire que ça touchait exactement les thèmes que vous portiez à Figure migrante, et en quoi la vision des personnes exilées nourrit et renouvelle notre compréhension des parcours migratoires? Ce texte continental nous a été proposé par Selima Atala, et qui est une personne
qui se présente comme non-binaire, qui est féministe, anticoloniale. Et puis, dans ce texte, elle nous propose une vision transversale et systémique de la question migratoire et même de la construction et l'évolution de l'humanité. Dans ce texte Côte continentale, elle essaie d'explorer des identités effacées, que ce soit l'identité queer, et des peuples colonisés, des langues oubliées ou volontairement mises à l'écart, qui ont été mises à l'écart parce qu'elles ne font pas suffisamment de poids, elles ne sont pas assez représentatives de la vision dominante du monde. Et elle essaie vraiment d'explorer, de mettre en avant des marges. Et en ce sens, ce texte partage une vision, c'est pas féministe si vous voulez, et l'ambition portée par notre revue, par la ligne éditoriale, parce qu'elle essaie de mettre en avant, explorer les marges, de montrer comment les marges peuvent nous proposer d'autres façons de regarder le monde, des alternatives, nous dire qu'il y a une vie en marge, qu'il se passe des choses, il y a des gens, ça concerne les gens, la vie des personnes. Et je pense que cette remise en question, j'ai envie de reprendre tes mots par le bas, mais vraiment essayer d'attaquer la question à la racine est vraiment fondamental si on veut vraiment essayer de comprendre tout. C'est pas les discriminations qui sont autour des personnes migrantes et des femmes migrantes, parce que c'est pas ça vient pas de nulle part. Donc c'est lié avec différentes réalités. Et dans ce texte dans ce texte, Selima, elle nous aide aussi à comprendre, par exemple, que la question de représentation n'est pas seulement le fait de parler de la personne ou d'une catégorie. Par exemple, là, on parle des femmes migrantes, des femmes exilées. Il ne suffit pas d'en parler ou de les inviter à témoigner pour parler d'une perspective c'est pas féministe, par exemple. Il faut vraiment pouvoir questionner le système, l'ordre hiérarchique, l'ordre dominant, parce que c'est ancré dans une dynamique sociale et sociétale qui est très profonde et historique. Parce qu'on voit même dans certains milieux associatifs qui font quand même, c'est pas un travail formidable, hein, mais on voit, par exemple, à certains niveaux, on retrouve très peu de femmes migrantes, des associations qui parlent pourtant de la migration. Les femmes migrantes, elles sont pas présentes, en fait, ou les personnes migrantes, elles n'ont pas de pouvoir de décision. En ce moment-là, elles sont les personnes aidées. Elles vont témoigner, elles vont dire, on a pu bénéficier de ça, quoi. Ce sont des bénéficiaires. Il faut pouvoir faire un effort. Il y a un effort à faire. Il y a un travail à faire à ce niveau-là pour pouvoir accepter le fait, d'ouvrir des espaces de travail, de collaboration, pour pouvoir inclure des personnes qui ont des références différentes, qui parlent avec un accent différent. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont moins compétentes. Il faut pouvoir, c'est pas les inclure. Si ces personnes ont des références intellectuelles, culturelles différentes, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins compétentes. Il faut pouvoir faire un effort pour les entendre, les inclure, pour trouver une forme de médiation. Et c'est pas évident aujourd'hui. Donc je pense que l'approche de Selima, en ce sens, nous permet vraiment de regarder comment cette question est traversée par différents enjeux. Donc en ce sens, sa démarche rejoint parfaitement notre vision de la question migratoire qui est intimement liée avec d'autres réalités. Et du coup, si tu veux peut-être réagir ? Oui, effectivement, je voulais peut-être un peu compléter parce que je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la question de la représentation, souvent, elle est un peu galvaudée aussi, dans un souci de, on veut être représenté, on va représenter des gens, mais on s'interroge pas souvent de qui tient les ficelles de cette représentation et en fait, à quoi sert cette représentation si elle n'est pas en fait assortie d'un réajustement des enjeux de pouvoir en fait et de comment en fait c'est pas parce qu'on te donne ce choix de la visibilité et donc une forme de représentation que tu as le pouvoir sur cette représentation. Et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu disais de ce point de vue, quoi. Et du coup, c'est une question que je peux poser puisque vous avez réagi toutes les deux sur cette question, à toutes les deux. Quand on parle de réinventer les imaginaires, c'est quoi les types de récits et quel type de nouvelles voies vous aimeriez voir dans l'espace littéraire, dans l'espace médiatique aujourd'hui ? Effectivement, je pense que
si je peux parler aussi de notre position et de notre collectif aussi, concernant les femmes trans, je pense qu'effectivement, il faut donner enfin, éditer des femmes trans déjà, parce que par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui est très courante, et encore plus éditer des femmes trans migrantes, éditer des femmes trans qui ont des parcours non seulement migratoires différents en fait du prisme occidental, mais aussi des parcours de transition, si je peux dire, qui sont différents aussi du prisme occidental, et de pas toujours s'insérer en fait dans des récits très européocentrés sur voilà des formes d'identity politics, voilà des trajectoires personnelles un peu exceptionnelles, mais en tout cas donner à voir des récits et des formes de trajectoires, qu'elles soient des trajectoires de migration ou de transition, qui soient différentes de ce prisme occidental. Je pense que ça me paraît assez important. Nadège, qu'est-ce que tu voudrais voir? Et je pense que j'ai un intérêt particulier pour des récits qui sont, c'est pas à la fois capables de saisir les enjeux de l'époque, du moment, et en même temps capables de les dépasser, de mettre en perspective, de dépasser ces réalités et pour pouvoir proposer autre chose. Et j'aimerais, c'est pas avoir des récits, mais vraiment qui sont capables de proposer d'autres manières de penser les échanges, les dialogues entre les personnes d'horizons divers, capables de valoriser, d'intégrer réellement la diversité, de repenser les frontières, la notion même de frontières, différents types de frontières symboliques, réelles, géographiques. Et c'est pas de proposer d'autres manières d'habiter l'espace public, de penser la démocratie, mais d'une manière générale, comment pouvoir inclure les gens et des dialogues entre les centres et les mages, ou le centre et les mages, et entre des dialogues intergénérationnels aussi, dialogue entre, c'est pas des récits capables de prendre en compte l'obscurité de certains parcours et la non-linéarité de certains parcours de vie. Des récits, c'est pas féministe, profondément féministe, c'est queer et vraiment ouvert, pardon. Et ça, c'est un peu ambitieux, mais bon. Pamela Tolizo, vous avez parlé de Bahadaye après, qui évoque l'avenir, la projection vers un futur. Vous avez parlé beaucoup d'à quel point ça permettait le soin de penser à cet après dans un autoportrait. Pourquoi vous avez choisi vraiment de se concentrer sur cet après et pas seulement sur le passé et sur le présent? Je pense que les trois sont vraiment inclus dans le contexte après, parce que si tu peux imaginer l'après, c'est-à-dire que tu viens de quelque part, aujourd'hui tu es ici et demain tu seras quelque part. Je choisis le après Bahadaye parce que ça inclut le 3 en fait. Et je voulais aussi attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'on vient de quelque part, on a une histoire, on vient de quelque part et on doit aller aussi quelque part. Quand on arrive, par exemple, en France, on a des rêves, on a des espoirs, on a des ambitions et tout. On se projette dans un futur meilleur. Des fois, par exemple, ici, c'est des choses qu'on va pas y penser. Par exemple, juste des droits, par exemple, la démocratie, ce genre de choses, la sécurité. La représentation et tout, c'est des choses pour qui, par exemple, pour certaines Françaises, c'est déjà acquis, c'est déjà à un certain niveau. C'est pas que tout est déjà bien fait par rapport aux femmes ici, mais au moins à un certain niveau, il y a des questions qui ne se posent plus. Et pour ces femmes, certaines choses comme la sécurité physique et émotionnelle, des questions de droit, des questions de parole, des questions d'identité, ce genre de choses, c'est encore très problématique. Par exemple,
chez nous. Et on imagine, OK, j'arrive en France, je vais être reconnue en tant que femme, en tant que personne LGBTQIA+, et je vais être, par exemple, je vais avoir le même droit, je vais être une personne, quoi. Et imaginer un futur où je peux être libre de dire ce que je veux, de penser, de faire un travail que je veux dans un futur. Mais souvent, on va tomber dans le même problème de représentation. On va voir une personne réfugiée, une personne exilée, une personne noire, une personne voilée. On va toujours tomber dans cet héritage colonial, cet héritage d'esclavage où on pense que la personne noire, c'est la personne inférieure, c'est la personne qui doit faire telle ou telle autre chose, qui doit être vraiment dans une sorte d'image qu'on te colle, étiquette qu'on te colle sur toi. Et je voulais sortir de cette boîte et penser au futur d'une personne. Pas au futur d'une personne exilée ou d'une personne réfugiée, vraiment d'une personne à part entière, humain, qui a de l'espoir, qui vient de quelque part, qui a une histoire et qui veut devenir telle ou telle autre personne et aller de l'avant. Des fois, on banalise certaines choses, mais il faut savoir que ces femmes traversent des choses tellement mais difficiles et espèrent qu'en arrivant en France, je veux dépasser cela. Mais malheureusement, quand la personne arrive, peut-être elle plonge dans quelque chose encore plus difficile que c'est qu'elle vivait chez elle à la maison et tout ça. Et je me rappelle, c'est une histoire un peu des fois drôle, mais ça m'a beaucoup éduquée. C'est lors du Covid. J'étais en Belgique en résidence et on annonce le confinement. Et j'ai vu quelque chose que je ne vais jamais oublier de toute ma vie. Je suis rentrée au supermarché et j'ai vu tout le monde se battre pour le papier toilette. Et quand j'ai vu ça, genre, mon cerveau, il a bugué. J'étais genre, c'est ça la priorité? C'est ça le problème? Tout ce qui se passe, c'est un problème. C'est ça le problème. Et tout de suite, je me suis dit, si chez moi, là, tout de suite, on annonce le confinement, ça serait quoi les choses? Ça serait quoi la priorité? Jamais ça serait le papier toilette. Ça serait plutôt la nourriture, l'eau potable, la sécurité et tout ça. Quand on pense au confinement, vas-y, imaginez sur le problème de violence conjugale et tout. Ces genres de choses. Et ça m'a éduqué sur, OK, on en est encore là. Et dire que certaines choses, des fois, on banalise. Tu peux te dire, en France, je peux me balader, par exemple, je ne généralise pas, mais tu peux te dire, je peux dire quelque chose et je serai en sécurité. Je peux choisir de ne pas faire ce métier et ça va aller. Je peux choisir d'avorter et c'est pas un problème. Je peux choisir de devenir telle ou telle autre personne et c'est pas un problème. Mais chez une autre personne, c'est vraiment un problème. C'est pas juste un problème ou que c'est un problème, mais il y a des femmes qui risquent la prison, l'excision, qui risquent de mariage forcé, beaucoup de choses de leur vie, violence sexuelle et tout. Et en arrivant ici, elle imagine un futur où elle peut être tout ce qu'elle veut. Elle imagine que j'aurai un badaye qui est sécurisé pour moi. Je vais être une personne à part entière parmi tant d'autres. Voilà. Donc, si vous aviez une vision des femmes exilées que vous aimeriez que votre travail inspire, c'est une vision de la femme exilée qui a un avenir et qui se mobilise pour son avenir. Voilà. Parfait. Ça va être le mot de la fin. On a commencé un petit peu en retard, on finit un petit peu en retard, c'est normal. Donc, je pense qu'on aura le temps de une ou deux questions du public. Je pense qu'on va faire passer un micro. N'hésitez pas à lever la main, le micro est actuellement derrière. Il y en a une juste là-bas. D'abord, merci pour le témoignage, ça m'a beaucoup intéressée. Mais moi, je me questionne sur quelque chose, en tout cas sur les récits. Je travaille dans une association avec des migrants. Et je vois que c'est très difficile en fait d'accéder aux récits de vie.
parce qu'aujourd'hui, pour avoir un titre de séjour, pour avoir le statut de réfugié, il faut avoir une espèce de discours très linéaire, très stéréotypé, en fait, pour avoir le droit d'avoir le Graal, quoi. Donc, du coup, du coup, ça me questionne. Je me demande comment les personnes peuvent vraiment laisser libre cours à leur récit de vie, même entre elles, en fait. Je vois que ça reste quand même assez caché. Enfin, j'ai l'impression, mais c'est juste mon expérience, en fait. Nadège, je pense que tu peux peut-être répondre à cette question sur la mise en place des ateliers. Après, si vous avez des réponses. Après, c'est vraiment difficile. Je suis d'accord avec vous sur le contexte administratif ne favorise pas. Et en tout cas, tout est mis en œuvre pour que les récits de vie des personnes migrantes soient vraiment, c'est pas stéréotypé, formaté et c'est vraiment compliqué de porter sa voix et sa vision. Je pense que c'est pas fait. L'administration n'est pas prête à accueillir ces voix. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas prête. Elle ne peut pas. Donc, quand on répond, on essaie de répondre c'est pas de dire sa réalité, ça bug, quoi. C'est inconnu. Donc, et puis, les personnes en face ne sont pas forcément formées aux enjeux d'émigration. Il y a un manque de moyens, un manque de formation, mais aussi une incapacité à prendre en compte la diversité des parcours et la complexité de ces parcours. Donc, la migration, c'est pas par essence quelque chose de très formel, formaté. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, l'endroit pour pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est compliqué, en tout cas. Tout est fait pour que ces parcours de vie soient... c'est pas le moins... c'est pas, j'ai envie de dire... J'ai pas envie d'être trop dur, mais moi, en fait, le traitement, c'est compliqué, en tout cas. Humainement parlant, c'est très compliqué. Et puis, je pense que ce que permet la littérature ou même la fiction, c'est un retour d'expérience. Je parle de mon expérience à travers le projet Figure Migrante. Ça nous a vraiment permis de créer les conditions nécessaires pour donner une forme, pour exprimer sa singularité et son parcours et sa vision des choses sans être jugé. Donc, il faut vraiment aller chercher. C'est un travail. C'est un travail. C'est pas évident parce que dans ces récits de vie, il y a quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et c'est lié aussi, c'est une question intime aussi. C'est parfois la personne, quand on est directement concerné et on n'a pas forcément envie de s'exposer à ce point-là. Et il faut se sentir suffisamment à l'aise et bien et pour pouvoir porter son discours, en tout cas, où il faut être vraiment à un certain niveau dans son parcours, dans son cheminement personnel pour pouvoir aussi se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir assumer pleinement sa singularité, le fait de ne pas être dans les normes, ça, c'est un travail, c'est un parcours. Et il faut se sentir bien prêt, il ne faut pas forcer les gens, et s'ils ne se sentent pas prêts, voilà, c'est ce que je pense. C'est un parcours de la part des personnes exilées, mais c'est aussi le besoin de créer des espaces où on peut faire ça, des espaces qui sont sécurisés, des espaces où on va leur dire, aujourd'hui, c'est le moment où on peut parler de ces récits. Oui, effectivement, en fait, je pense que le cadre même, enfin le dispositif même de se raconter et de faire un récit de soi est aussi une capacité qui est parfois pleinement occidentale. Et en fait, il y a plein de cultures qui n'ont pas forcément où il n'y a pas forcément cette facilité et cette prétention à se raconter en récit linéaire qui commence à un point A et qui finit par un point B. Et évidemment, forcément, le risque, c'est que ce décalage parfois culturel
puisse en fait entraîner pour la personne qui est interviewée, je pense que tu évoques le cas des entretiens à l'OFPRA, puisse provoquer en fait un refus d'obtention du statut de statut de réfugié, donc un refus de la protection internationale. Et en fait, parce que c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure aussi pour les personnes trans, je pense que ce qui est un héritage colonial dans ce processus, c'est aussi qu'en fait, le prisme occidental et le prisme européen et le prisme français sur les expériences trans, ça reste le prisme qui est considéré comme le point de vue qui est considéré comme universel et à partir duquel toute personne trans doit pouvoir se raconter et en adhérant en fait à des trajectoires qui sont très stéréotypées dans un contexte purement européen, quoi. Et donc, c'est effectivement une question et un décalage qui a des conséquences assez désastreuses si la personne ne fait pas tout un travail d'adaptation de son histoire. Et donc, en fait, au final, une forme d'effacement, une forme d'invisibilisation un peu de sa propre trajectoire pour correspondre en fait à un moule qui est déjà prédécoupé et qui est déjà prédisposé pour elle, quoi. Je voulais juste apporter un complément à la question précédente. En fait, dans Figure migrante, effectivement, la parole des personnes concernées, ça dépend aussi de la place qu'elles occupent. Dans le projet éditorial, les personnes étaient en milieu universitaire. Donc ça compte aussi cette place-là, même s'il y a une démarche pour aller chercher, aller vers et accompagner. Et là, il me semble que dans votre question, il y a aussi une autre place. Et ça me fait souvenir d'un des membres du comité de rédaction qui avait eu l'occasion aussi d'animer un atelier d'écriture auprès de mineurs dans leur chemin de migration. Et du coup, l'atelier d'écriture, c'était pas le narratif « qu'est-ce que vous avez vécu ?», mais parfois on peut déplacer la parole, c'est-à-dire la lettre écrite à la mère ou au père, les mots qu'on peut envoyer ailleurs et qui peut faire aussi partie de la voix de ces mineurs et aussi de créer un narratif sans être sur quelque chose qui serait biographique et normé par rapport aux institutions, mais de donner aussi cette parole. Et évidemment, il y a aussi, comme vous le disiez aussi, parfois ça passe pas toujours par l'écrit, ça passe aussi par l'oral, et il y a cette mixité dans le cadre des ateliers d'écriture. Est-ce que nous avons une autre question, dernière question ? Non ? Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Je voulais quand même souligner le travail, je retrouve le nom de notre dessinatrice, Colline Grandpierre, qui a fait un retour sur les débats. La chaîne YouTube de France Terre d'Asile aura les replays des discussions pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, et le site de France Terre d'Asile accueillera cette magnifique illustration. Merci à tous.